Alors, je voudrais commencer par remercier les organisateurs, mais aussi le staff technique qui s'occupe donc de cette captation. Et donc, j'expliquais comment j'en étais arrivé au conflit. Et ce que je voudrais présenter ici, c'est quatre points. D'une part, rappeler un certain nombre de positions sur l'analyse des situations de conflit. Ensuite, traiter plus spécifiquement, à partir d'une recherche qui traite des débats autour des infrastructures de traitement des déchets, une recherche comparative avec des collègues mexicains, italiens et en France. Donc, comment se pose cette question des relations entre conflit et participation, puisque le thème d'aujourd'hui, c'est justement d'essayer de traiter de ces relations paradoxales entre conflit et participation. Proposer quelques éléments sur... ou quelques hypothèses d'interprétation sur ces relations, et puis traiter de la question que fait le conflit à la participation, ou que fait la participation au conflit. Donc, je montrais tout à l'heure un certain nombre de travaux préliminaires qui sont plutôt des travaux dans lesquels on avait traité de la question du conflit. Donc j'arrive, d'abord on s'intéressait à des situations de conflit, j'essayerai de présenter depuis quel type de point de vue, avec un certain nombre de collègues. Et puis, l'occasion de la présentation d'aujourd'hui, c'est plutôt donc, à la suite de deux travaux récents, donc la publication d'un ouvrage qui rend compte d'une recherche, qui est donc cette recherche qui s'appelait Décrit, qui était financée par l'ADEME et le programme Concertation, Décision, Environnement du ministère de l'Environnement, et qui nous a permis donc de travailler sur ces situations de conflit et de participation dans le domaine de la localisation des infrastructures de déchets, qui est un domaine dans lequel donc, des situations de blocage des politiques publiques déchets se multiplient suite à des oppositions. Donc j'essaierai d'en présenter plus tout à l'heure. Et puis je peux faire circuler ces ouvrages. Et puis donc cet ouvrage a été coordonné avec Luigi Bobbio et Vicente Ugalde, qui étaient les responsables à la fois donc en Italie et au Mexique de cette recherche que nous avons coordonnée ensemble. Et puis ensuite avec Luigi Bobbio, qui est donc un chercheur de sciences politiques de l'Université de Turin, qui a beaucoup travaillé sur la question de la participation, mais aussi des conflits. On a coordonné un numéro de participation qui s'appelle « Conflits et participation, le cas des choix publics territoriaux », qui posait justement dans son appel cette question de la relation paradoxale entre conflit et participation. Donc avant de présenter cette recherche et comment on en arrive à un certain nombre de conclusions ou de propositions de débat sur la question des relations entre conflit et participation, j'aimerais juste rappeler rapidement quelques positions sur l'analyse des conflits, avec des choses qui sont peut-être un peu évidentes, mais il me semble qu'il est intéressant de le dire ici. Donc, il s'agit, pour nous, lorsqu'on parle de conflit ici, c'est bien des situations de conflit ouvert. C'est bien, on parle de mobilisation de personnes, de collectifs qui s'opposent à quelque chose et qui expriment cette opposition. Alors je dis que c'est évident, mais ce n'est pas totalement évident, puisque dans la science sociale, dans la psychologie sociale ou dans d'autres types d'approches, il peut y avoir des notions sur d'autres types de conflits. Il peut y avoir du conflit individuel, il peut y avoir du conflit interpersonnel, il peut y avoir, même dans un certain nombre de travaux, on trouve la notion de conflit latent. Et nous, on disait qu'on préfère ne pas parler de conflit latent, mais d'essayer de dire qu'on travaille bien sur des conflits ouverts, non pas parce qu'il n'y a pas des tensions, il n'y a pas des choses qui peuvent préexister au conflit, mais on n'a pas de méthode pour déterminer ce qu'est un conflit latent, sauf à dire qu'il est une explication au conflit qui va par la suite être avérée. Donc ce que j'appelle conflit ici, ce sont des situations de mobilisation de collectifs qui s'opposent à des choses et qui le font savoir à la suite d'un certain nombre de manifestations d'opposition. Alors, dans l'ouvrage que je vous ai montré tout à l'heure, qui est le résultat d'une recherche ANR avec des collègues mexicains et canadiens, on avait choisi d'intituler cet ouvrage « Conflit de proximité ». Alors, puisque je suis ici, il faut que je m'en explique.
pourquoi appeler cette question conflit de proximité. Ce n'était pas directement en référence à l'école de la proximité, qui est en particulier travaillée ici, même s'il y a des liens très très forts. Ce conflit de proximité avait été proposé dans le cadre de ce travail par Gilles Sénécal, qui avait participé aux premiers échanges. Et on a décidé de reprendre ce titre pour traiter de différents types de situations de conflit, qui n'étaient pas tous des conflits environnementaux, qu'on avait appelés dans d'autres travaux des conflits territoriaux, des conflits qui mobilisent des relations à l'espace ou des relations au territoire, simplement pour dire qu'un des enjeux du conflit, c'était justement la définition du proche ou du lointain avec un certain nombre d'objets. Donc des gens qui disent qu'ils se sentent affectés par un projet et qui définissent par là même leur proximité à ce projet. Et que pour pointer le fait que, y compris d'ailleurs si ce projet est plus ou moins proche ou plus ou moins loin, ça peut être une piste d'aéroport qui est assez loin ou quelque chose qui est très proche. Donc c'est l'idée que dans tous les conflits sur lesquels on a travaillé dans cette recherche, qui étaient en partie pour certains des conflits urbains ou des conflits entre groupes sociaux dans les villes, ce que travaillaient en particulier nos collègues canadiens, l'enjeu c'était aussi la proximité, le partage de l'espace, et d'arriver à redéfinir d'une certaine façon la relation à l'espace. Donc il y a beaucoup de liens avec l'école de la proximité, bien sûr, en économie, mais on ne reprenait pas directement ce cadre-là dans nos analyses, même si c'est un débat assez fécond, et on avait choisi donc d'intituler ce conflit de proximité pour regrouper ces différents types de conflits et pour les distinguer éventuellement d'autres conflits qui pouvaient exister à d'autres échelles ou d'autres mobilisations, pour montrer que les conflits qui nous intéressent, c'était des conflits qui impliquaient cette redéfinition de la proximité. Alors, on pourrait parler de conflits territoriaux, mais ça nous semblait compliqué, puisqu'une des hypothèses était de déterminer la dimension territoriale d'un certain nombre de conflits, et ça nous semblait plus compliqué de parler de conflits territoriaux. Donc, tous les conflits de proximité ne sont pas territoriaux au sens strict. Autre position qui peut sembler évidente aussi, mais ça va peut-être mieux en le disant, c'est qu'il faut peut-être retenir l'interprétation lorsqu'on travaille sur les situations de conflit, et plus exactement tenir à distance deux éléments qui me semble d'un côté être l'appellation NIMBY, ou la déqualification des conflits comme étant des engagements la déqualification des conflits comme marquant simplement des intérêts personnels. Donc tenir à distance le NIMBY, qui est cet acronyme qui est souvent utilisé comme un syndrome, quelque chose qui affecterait des populations qui seraient repliées sur elles-mêmes et qui diraient « pas dans mon jardin ». Et donc, il y a plusieurs analyses, on reprenait aussi plusieurs analyses pour signaler que qualifier une mobilisation de NIMBY, c'était la déqualifier d'une certaine façon. C'était justement, mais bon, donc ne pas préqualifier les situations comme NIMBY, ça ne veut pas dire que le NIMBY n'existe pas ou qu'il n'y a pas des mobilisations de propriétaires qui ont pour but d'exclure certains types d'usages, mais en même temps, si on s'intéresse à ce qui se passe dans le conflit, on peut faire l'objet de ne pas qualifier a priori. Et puis, tenir à distance aussi des macro-théories du mouvement social, puisque les macro-théories du mouvement social, dans leur versant de la sociologie marxiste des années 70, dans leur versant même tourénien, ou dans leur versant plus récent lié à l'engouement pour les travaux de David Harvey, qui remet sur le débat une position à la fois structuralo-marxiste et normative sur la question des conflits, c'est l'idée que ce que serait le conflit serait un des éléments d'un mouvement social plus large, ou en tout cas qu'on pourrait lire le conflit à partir de cette idée d'un mouvement social, ce qui peut produire des choses un peu contradictoires, c'est-à-dire mouvement social, donc, si on reprend les différentes définitions, donc ayant une capacité à produire le changement social, à affronter le néolibéralisme, ou dans la version tourénienne à faire bouger l'historicité, c'est-à-dire doter les conflits d'une surcharge théorique, pour moi, en tout cas pour ce qu'on va travailler ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement social, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement social, ça ne veut pas dire que l'historicité ne bouge pas suite à des choses qui se passent dans la société, mais il faut peut-être tenir à distance cette interprétation aussi macro-théorique, parce que sinon, on peut avoir des situations dans lesquelles cette interprétation macro-théorique délégitime aussi des mobilisations, en montrant que ces mobilisations ne sont que des petites mobilisations, des mobilisations qui n'ont pas la capacité d'accéder à l'espace public politique, qui sont des mobilisations qui ne sont pas des mouvements sociaux,
Et dans tous les travaux sur le mouvement social, il y a cette comparaison entre des mobilisations réelles et puis cette idée du mouvement social qui est néanmoins une idée normative. Donc tenir à distance, ça ne veut pas dire que dans certains cas, il peut être intéressant de travailler sur ces questions-là. Et puis construire une problématique centrée sur la productivité sociale et territoriale des conflits de proximité, c'est-à-dire sur ce que produisent les conflits, s'intéresser aux effets plutôt qu'aux causes, c'est-à-dire s'intéresser au moment du conflit et à ce qu'il produit dans la relation à l'espace, dans la relation au droit, dans la relation aux politiques de la part des populations, ce qui nous permettait donc d'avoir un certain nombre d'hypothèses sur la dimension sociale, culturelle, territoriale, juridique et politique de cette productivité sociale du conflit, au sens de ce qui se produit dans le conflit. Et puis un dernier élément, et c'est celui sur lequel j'insisterai plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on s'apercevait dans nos recherches, et on s'aperçoit assez facilement si on travaille sur des situations de conflit, que très vite se pose la question de définir quel est le lien, enfin quelle est la limite entre des moments du conflit, des moments de négociation, des moments le fait de participer à une instance de participation. Et donc l'idée qu'il y aurait un continuum de situations qu'on pourrait analyser qui serait entre conflit, participation, concertation, négociation, avec des moments peut-être de conflit, mais que même si on analyse le conflit en lui-même, on s'aperçoit que le conflit pur existe assez peu dans les domaines sur lesquels nous travaillons, puisqu'il y a souvent tout de suite des moments, des tentatives, peut-être avortées, mais de négociation, d'interface avec les pouvoirs publics. Donc ça, c'est le cadre un peu général que je le rappelais simplement pour savoir d'où je parlais, enfin, j'arrivais plutôt à cette question de la participation à partir du conflit. Alors, ensuite, passer à présenter donc comment dans cette recherche, puisque cette recherche intitulée Décrit, financée donc par le programme CDE et l'ADEME, posait directement l'idée de travailler à la fois sur des situations dans le cadre de situations de blocage, de la décision liée à des infrastructures de traitement des déchets, de travailler sur cette relation entre conflit et participation, et de traiter d'une certaine façon les deux choses ensemble. Alors, cette recherche est une recherche collective, donc j'ai juste replacé ici un certain nombre de collègues qui ont participé à cette recherche, et qu'ensuite on a coordonné donc, avec Luigi Bobbio et Vicente Ugalde, à la fois en Italie et au Mexique, qui ont collaboré, l'ensemble des personnes ont collaboré au livre collectif qui circule et qui posait la question d'essayer de traiter d'une façon comparative, mais en ne comparant pas des contextes nationaux, mais en comparant des situations qui se présentent comme similaires, c'est-à-dire des projets d'infrastructures, d'incinérateurs, de décharges, et qui sont bloqués par des opposants qui disent non, et des situations dans lesquelles des projets ont pu être bloqués, des négociations sont nécessaires, etc. Donc les situations sont similaires. Hein, on travaille bien sur un seul type de situation, dans des contextes différents, donc avec une idée d'une comparaison qui nous permet de décontextualiser un certain nombre d'explications à condition de recontextualiser, et on travaillait avec des spécialistes, enfin des Mexicains au Mexique et avec des spécialistes italiens en Italie, mais qui étaient capables de rentrer dans cette interlocution sur comment on peut construire des conclusions un peu plus générales. Donc on a travaillé sur 3 cas en France, je ne présenterai pas ici les cas, mais qui étaient à la fois des cas d'une extension de décharge et des cas d'incinérateurs. La décharge, c'était la décharge à Vienne. On a travaillé sur 3 cas en Italie, Turin, Palerme et Gênes, qui étaient des cas d'incinérateurs. Et puis au Mexique, sur 3 situations dans lesquelles il y avait un projet d'incinérateur et des projets de décharge. Donc on pourra revenir sur les cas tout à l'heure si vous voulez, mais donc dans l'ouvrage qui circule, il y a à la fois des analyses de cas et puis un certain nombre de lectures transversales, et en particulier des lectures transversales sur cette question des relations entre conflit et participation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans nos situations? C'est que on s'apercevait que... Alors, ce qu'on peut dire d'abord, c'est qu'un des prémices de notre recherche, qui était le fait que nous sommes dans un contexte dans lequel il y a une multiplication des dispositifs de participation, de négociation, et en même temps une multiplication des conflits, et peut-être à remettre en cause en partie, puisqu'en fait, dans les cas sur lesquels nous avons travaillé, il y avait peu de dispositifs de participation ou peu de tentatives réelles de participation assez ambitieuses
d'ouverture de la décision. Et on était plutôt dans un autre paradoxe, c'était celui que les pouvoirs publics ou les acteurs politiques ou les acteurs techniques que nous avons rencontrés étaient persuadés d'avoir mis en place un dispositif plus ouvert, nous expliquaient qu'ils avaient pris toute une série de précautions et qu'ils avaient été au maximum, d'une certaine façon, dans leur contexte, de l'ouverture du débat, etc., et s'étonnaient du maintien de situations de conflit, de controverse ou d'incompréhension de la part des populations. Alors même qu'on pouvait conclure que dans une grande partie des situations, il y avait une absence de débat, de mise en débat des projets avant l'apparition des oppositions. Et parce que les tentatives dans ces contextes particuliers que les différents acteurs publics savent très conflictuels dans les trois contextes. On est dans un contexte où ce sont des nouveaux projets dans lesquels il y a déjà eu de nombreux projets qui ont été bloqués par des situations de conflit. Donc cette possibilité du conflit, elle est là dès le départ. Elle marque d'une certaine façon la façon dont on pense la décision et la réflexion sur la réalisation de l'infrastructure, mais la solution est plutôt cherchée du côté de la construction d'une coalition de projets, du côté de la concertation avec les acteurs politiques ou avec des différents acteurs, des représentants de municipalités à différents niveaux, avec l'idée d'avancer sur une coalition de projets le plus possible dans le secret et avancer sur l'idée que cette coalition de projets devait être le plus stable possible. En considérant que si tous les acteurs du territoire sont d'accord, en tout cas si les acteurs politiques du territoire sont d'accord, si les municipalités sont d'accord, si on arrive à trouver des volontaires pour localiser l'incinérateur ou la décharge, à ce moment-là, on peut préfigurer un projet et passer dans un deuxième temps à une information auprès de la population et éventuellement à une négociation sur les conditions de réalisation. Cette construction de coalition de projets que l'on veut plus ouverte en termes de concertation, c'est-à-dire qu'avec des échanges qui sont organisés, mais peut-être d'ailleurs avec la présence dans certains cas d'associations environnementales, mais pas avec des représentants d'opposants. Dans la plupart des cas sur lesquels nous avons travaillé, se révèle à un moment de l'émergence d'un conflit assez peu stable en fait, puisque en particulier en France, les représentants des communes qui ont pu être à un moment volontaires pour localiser un incinérateur ont eu beaucoup de mal à résister à une opposition forte dans une commune périurbaine, par exemple, sur cette question-là en France, dans laquelle la question de l'incinérateur devient la principale question politique de la commune, et avec une structuration très forte. Donc les coalitions de projets ont du mal à être stables, elles sont remises en cause. Ces coalitions de projets, elles avaient pour objectif d'éviter que justement le conflit soit aussi un conflit entre acteurs publics. Mais en même temps, on voit bien cette stratégie, mais qui ne fonctionne pas, y compris d'ailleurs sur l'idée de conserver le secret le plus longtemps possible. Dans des situations très différentes, les opposants présentent leur mobilisation comme en particulier liée au fait d'avoir été prévenus par hasard, d'avoir eu des informations qui ont en quelque sorte fuité, qui ont été mal contrôlées. Ça a été le cas d'ailleurs à Tours, sur la question de l'incinérateur de Tours, où c'est une négociation qui avait été prise en compte par un préfet à l'époque. Ce préfet devant partir, il a annoncé au moment de son départ qu'il était content d'avoir trouvé une solution avec les acteurs locaux sur la question de l'incinérateur, et ça a lancé une polémique, puisqu'en fait ce n'était pas totalement maîtrisé comme communication. En tout cas, c'est l'histoire que tout le monde raconte. Alors, qui fait que les opposants disent des choses se préparaient sans nous, etc. Donc cette question du secret, elle est toujours complexe, et on trouve cette idée que des informations sont transmises à des opposants, que les habitants s'aperçoivent de décisions ou de choses qui sont présentées comme décisions par hasard, dans des stratégies que nos collègues italiens appelaient des stratégies qui visaient à ne pas réveiller le chien qui dort, c'est-à-dire à aller le plus loin possible dans la construction du projet, en ne réveillant pas le chien qui dort et en essayant de penser qu'il y a de créer des conditions de l'irréversibilité en termes de décision, d'accord, de financement, etc. Ça ne fonctionne pas vraiment, en tout cas dans les cas que nous avons vus, ça ne fonctionnait pas.
Alors, des tentatives, pardon, ensuite, lorsque le conflit émerge, de négociations politiques, de trouver une solution, soit par des négociations politiques, pris en charge par les pouvoirs publics, entre acteurs politiques, soit par des tentatives de construction d'un référentiel local, c'est-à-dire d'ouvrir des scènes plus larges pour replacer la question de la nécessité d'une gestion des déchets dans la proximité, puisqu'il y a aussi des impératifs de proximité, je n'ai pas le temps de revenir sur cette question-là, mais qui s'imposent aujourd'hui à la gestion des déchets et qui sont un objectif de la planification départementale, de ce qui était la planification départementale en France et de ce qui était en Italie, par exemple, l'idée d'avoir des aires, des bassins de récolte des déchets dans lesquels on devait trouver la solution. Et donc de construire un référentiel local sur, on est bien obligé de gérer quelque part, donc en quelque sorte de faire une sorte de pas en arrière sur cette question-là. En même temps, si on réfléchit sur les effets du conflit dans les situations sur lesquelles on a travaillé plus spécifiquement, on s'aperçoit que le plus souvent, ce sont des jeux à somme nulle où les opposants l'emportent. Hein, malgré toutes les précautions, les situations de blocage se multiplient, les situations très difficiles de construire un incinérateur en France. Une boutade disait que le seul endroit où l'on peut construire un incinérateur en France, c'est où à votre avis? C'est à l'endroit où il y a déjà un incinérateur et la réhabilitation des grands incinérateurs de l'agglomération parisienne montre qu'on peut faire des incinérateurs, on peut augmenter massivement la capacité d'incinérateurs avec des débats publics, dans un contexte. Il est beaucoup plus facile d'augmenter la capacité très massivement d'un incinérateur situé très proche des habitations en banlieue parisienne que de construire un incinérateur très éloigné de toute habitation dans le grand périurbain de Tours en termes de réalisation. Alors, parce que, d'une certaine façon, l'incinérateur était déjà là. Donc, blocage de la situation, qui se traduisent d'ailleurs, on le verra aussi par un changement des objectifs des politiques de gestion des déchets, des jeux à somme nulle où les opposants l'emportent, le plus souvent, avec une guérilla juridique, avec l'éclatement des coalitions de projets, le fait que plus aucune municipalité, c'est le cas à Tours, n'est volontaire pour accueillir l'incinérateur, et un pas en arrière des promoteurs. Donc le projet est soumis à l'épreuve du conflit, et le plus souvent, donc, ce projet soumis à l'épreuve du conflit ne résiste pas, en tout cas. Alors, nous sommes dans des jeux à somme nulle où les opposants emportent le plus souvent, sauf dans trois de nos cas, où on peut dire ce qu'a produit le conflit, c'est de permettre la mise en débat local de la question des déchets, avec des associations qui vont, à la fois des pouvoirs publics qui vont faire un pas en arrière en disant on retire le projet, mais on ouvre une instance de débat plus large sur la question des déchets et de la gestion des déchets, et dans certains cas, des associations qui se sont mobilisées contre un projet qui vont ensuite avoir des positions sur la gestion des déchets plus larges, avoir des positions sur la diminution des déchets, sur la réduction des déchets ou sur le recyclage, et essayer de contribuer à construire des expérimentations ou un cadre qui rendent obsolètes les projets d'incinération. Et d'ailleurs, dans cette thématique ici, on s'aperçoit que une partie, et c'est un élément intéressant du débat, me semble-t-il, c'est qu'une partie des arguments des opposants à l'incinération il y a 15 ans, qui ont réussi à bloquer les projets, sont aujourd'hui les objectifs de la politique publique de gestion des déchets en France, puisque vous savez qu'aujourd'hui, dans la politique de gestion des déchets en France, il y a des dispositions qui qui demandent de sous-estimer la construction d'exutoires. Il est interdit de construire des exutoires pour traiter 100% des déchets produits, puisque l'objectif, c'est bien à terme de réduire les déchets. Et donc cette idée que les incinérateurs ne sont pas une solution viable parce que
selon les opposants, ce sont des aspirateurs à déchets. Une fois qu'on a construit un incinérateur, il faut le nourrir avec des déchets. C'est ce qui se passe effectivement dans certains pays qui sont passés massivement à l'incinération. Et que la solution est à chercher du côté d'une réduction, d'une autre relation aux déchets, etc., c'est quelque chose qui est très directement aujourd'hui porté par l'ADEME comme étant un objectif de la politique publique. Donc là, les conflits ont aussi permis de retarder des projets qui aujourd'hui sont présentés comme obsolètes. Alors si on regarde bien néanmoins ce qui s'est passé dans chaque cas, c'est le cas à Tours et c'est aussi le cas dans d'autres cas en Italie. Ce qui s'est passé aussi, c'est que le blocage des projets d'incinérateurs ont conduit à laisser ouvert et à étendre des décharges. Avec des conflits et des oppositions de résidents aux décharges qui étaient moins audibles dans un certain contexte, puisque les grandes associations environnementalistes avaient aussi placé la guerre à l'incinération comme un des éléments de leur mobilisation. Associations locales, mais aussi grandes associations comme Greenpeace, qui avait ou a toujours, je pense, sur son site web en France, une carte sur la guerre à l'incinération qui coche les projets qui ont été annulés suite à des mobilisations locales. Pas forcément de Greenpeace d'ailleurs, mais donc l'idée que la question de l'incinération était, ou de la lutte contre l'incinération était les choses les plus importantes par rapport à la question des décharges, qui avait été très importante à une époque, les luttes contre les extensions des décharges, qui avaient justifié d'ailleurs le changement de politique publique sur l'incinération en partie. Et aujourd'hui, on est peut-être dans un changement de rapport entre l'action collective et la question de la gestion des déchets, puisque dans certains cas, une partie de ces associations, de ces collectifs d'associations qui sont créés contre des projets liés à des exutoires, sont devenus aussi des associations spécialistes de la thématique qui, dans certains cas, ont embarqué dans des projets d'innovation, d'expérimentation locale. Et on voit d'ailleurs dans certains cas italiens la façon dont des municipalités ont réussi à reconstruire la confiance avec des opposants en laissant ou en créant les conditions d'expérimentation locale dans certains quartiers dans lesquels des associations peuvent être mobilisées comme une façon de recréer du lien, de la confiance avec un certain nombre d'associations et de travailler avec les acteurs de la gestion des déchets. Alors, donc ce cas en quelque sorte particulier de relation entre conflit et participation, c'est celui qu'on avait pu voir donc, dans cette recherche. Si je passe à des considérations plus larges, qui sont en partie issues donc à la suite de cette recherche, on a proposé donc ce numéro avec Luigi Bobbio, donc ce numéro de participation qui partait d'une partie des conclusions sur cette idée en particulier d'analyser ces paradoxes de la gestion ces paradoxes de la relation entre participation et conflit. Et donc dans le texte d'introduction, on reprenait une partie de ces hypothèses. Et ce sont les éléments que je vais reprendre ici pour le débat sur cette question. Alors, plus généralement, comment on peut réfléchir à cette question des relations entre conflit et participation et donc, alors ça peut être paradoxal, mais c'est que pour saisir ensemble participation et conflit, il faut distinguer d'abord participation et conflit. C'est un point de départ, c'est-à-dire revenir donc sur ce qu'on appelle ici conflit, c'est bien des associations, des mobilisations de collectifs qui s'opposent à un certain nombre de choses, et ce que nous appelons participation, c'est ce qui se passe au sein des dispositifs de participation institutionnalisés. Alors, il y a d'autres définitions du mot participation. On peut participer à une association, on peut participer à un conflit, on peut participer à un dispositif de participation et on peut avoir une conception très ample de la participation, et c'est en particulier le cas de Joël Sack dans son livre sur la participation qui propose un cadrage très large. On peut aussi considérer d'une certaine façon, et on le verra, que
que ce qui se passe dans le conflit, c'est bien des gens qui veulent participer. Donc il y a bien, on reviendra sur cette question-là, de la participation dans le conflit. Mais bon, ce qu'on saisissait dans ce numéro et dans ces réflexions, c'est bien les liens entre conflit et dispositif de participation institutionnelle. Ça ne veut pas dire, quand on reprend ici la question de la participation institutionnelle, ça ne veut pas dire que on la compare forcément avec des théories de philosophie politique sur la démocratie participative ou délibérative. Donc quand on parle de dispositif de participation, ce n'est pas une qualification qui dirait il y a là de la vraie participation. L'idée, c'est prenons au sérieux ce qui se passe dans des dispositifs institutionnalisés, y compris lorsqu'ils sont imparfaits, incomplets et qu'ils ne créent pas vraiment de la délibération. Voyons ce qui se passe dans ces dispositifs qui sont appelés participation. Et donc ce qu'on appelle ici participation, ce sont bien ce champ de toute une série de dispositifs qui sont qualifiés de participation du côté de la participation institutionnelle, le conflit étant donc la mobilisation. Alors, à quoi peut nous servir effectivement la question du conflit par rapport à dans l'analyse des processus de participation? On peut dire qu'elle peut nous servir à construire une critique externe de la participation, qu'on peut opposer à une critique interne de la participation, c'est-à-dire il y a toute une série de travaux sur des dispositifs de participation qui comparent ce qui se passe dans les dispositifs avec un idéal normatif de la participation. Est-ce que ce qui se passe là correspond à ce qui a été présenté dans des cadres de philosophie politique ou dans des positions plus d'expertise comme étant de la vraie participation ou de la participation positive? Est-ce que ce qui se passe là est de l'ordre de la délibération, ce qui n'est pas tout à fait la même chose? Donc on pourrait dire que toute une série de travaux dans la science politique sur les dispositifs de participation sont des critiques internes, c'est-à-dire comparent les dispositifs à leur objectif ou à l'idée de participation. Ce que nous permet le conflit, c'est de construire une critique externe, c'est-à-dire des analyses qui ne se passent pas simplement, enfin qui ne se posent pas simplement comme objectif de vérifier ce qu'il se passe à l'intérieur des dispositifs de participation entre les personnes. Il y a toute une série il y a un champ de la recherche qui s'est intéressé très fortement aux dispositifs, aux procédures, aux effets des dispositifs dans les relations dans un groupe, aux effets de la façon dont on peut construire de la délibération, comment cette délibération peut faire changer les positions et arriver à construire un consensus dans une idée que ce qui est sous le regard, c'est ce qui se passe à l'intérieur des dispositifs. Si on donc soumet d'une certaine façon la participation à la critique ou à la prise en compte de la question du conflit, ça a aussi pour objectif de recontextualiser les dispositifs de participation, c'est-à-dire de les replacer dans des situations plus larges qui sont celles dans lesquelles elles interviennent. Pas forcément pour les analyser uniquement, pour savoir si ces dispositifs a résolu le problème, mais simplement plus généralement pour savoir quel effet un dispositif de participation particulier a eu lieu sur quelque chose de plus large, qui est une séquence de traitement d'un problème ou de mise en débat d'un problème. Le plus souvent, les dispositifs de participation ne règlent pas la question. Il y a eu un débat public sur Notre-Dame-des-Landes. On peut s'intéresser à la condition du débat public sur Notre-Dame-des-Landes il y a quelques années. On peut s'intéresser aussi sur l'effet qu'il a eu à un certain moment de cette situation très large qui est le conflit, le débat, la controverse autour de Notre-Dame-des-Landes. Donc ça oblige d'une certaine façon à réinsérer les dispositifs de participation dans des choses plus larges donc à recontextualiser les dispositifs de participation. Et donc d'essayer de saisir ensemble et dans leur relation des moments de mobilisation, des dispositifs, leurs effets, et d'essayer d'analyser les choses dans une temporalité plus large.
Alors, ce qui veut dire qu'il faut s'intéresser à la fois donc, aux effets des mobilisations collectives et des dispositifs participatifs. Ce qui suppose de prendre au sérieux les deux choses. On verra qu'une des critiques, à la fois ce qui se passe dans le conflit et ce qui se passe à l'intérieur des dispositifs participatifs, y compris en tirant les leçons des recherches sur les processus de participation pour prendre en compte comment toute une série de situations peuvent avoir des effets, peuvent avoir une portée ou des prises. Et là, on est assez proche des concepts mis en œuvre par Jean-Michel Fourniot et Château-Renaud, qui ont construit donc, cette idée de porter des dispositifs pour savoir comment, justement, certains dispositifs peuvent peser ou construire des prises à un certain moment pour l'analyse de situation. Un autre élément qu'on soulignait dans l'introduction de ce numéro de participation, sur lequel on pourrait peut-être discuter d'ailleurs, c'est cette idée que si pendant longtemps on a pu dire que une grande partie de la recherche s'intéressait aux dispositifs de participation, à ce qui se passait à l'intérieur, s'intéressait à la délibération, on est peut-être aujourd'hui dans un autre moment, on discutait à midi aussi, dans un autre moment dans lequel il y a plus d'intérêt pour le conflit, il y a un retour du conflit comme étant quelque chose qui est sous le regard des sciences sociales. Et il y a aussi souvent, d'une façon implicite ou explicite, un parti pris pour le conflit. Donc on se posait la question directement, qui est une question à la fois qu'on peut essayer de traiter d'une façon théorique, mais aussi d'une façon pratique ou normative. Faut-il prendre parti pour le conflit contre la participation ? Puisqu'on s'aperçoit que toute une série de critiques qui sont faites à la participation prennent parti pour le conflit, au sens où le conflit serait une sorte de participation naturelle, une sorte de débat. Il y a des travaux qui opposent l'idée d'un débat sauvage avec un débat apprivoisé. Catherine Neveu, je crois, a écrit un article sur cette question-là, sur cette idée, mais elle n'est pas forcément dans cette position-là d'ailleurs, mais sur cette idée que ce qui se passe dans les dispositifs serait des manipulations d'une certaine façon ou des tentatives d'aplatir le conflit, de l'empêcher, de le détourner de ses bases, et que toutes ces choses-là seraient de l'ordre de la manipulation d'une certaine façon, ou de l'ordre d'une main du pouvoir, ou de dispositifs qui chercheraient à normaliser toute une série de choses, et en tout cas à cadrer très fortement les débats, et à normaliser les expressions qui seraient celles du conflit. Ça ne veut pas dire que ces choses-là n'existent pas, hein, mais ça veut dire qu'il faut réfléchir peut-être sur qu'est-ce qui nous amène, ou qu'est-ce qui amène à cette idée implicite que le conflit serait positif, d'autant plus que dans notre position de recherche, quand j'ai dit que les conflits étaient productifs, ce n'était pas une position de valeur. C'est-à-dire les conflits produisaient des choses, mais parmi les choses que pouvaient produire les conflits, et on analysait en particulier la question territoriale, le conflit peut produire de la ségrégation sociale. Le conflit peut produire du repli sur soi. Le conflit peut produire de l'exclusion de certains groupes sociaux. Le conflit peut produire aussi des choses positives, mais il n'y a pas, dans cette idée de productivité, des choses qui sont d'une façon normative positives. Il peut aussi y avoir des manipulations à l'intérieur du conflit. Il peut, bien sûr, mais en même temps, hein, on aperçoit dans toute une série de critiques, y compris d'ailleurs dans la littérature, le poids plus ou moins explicite de théories qui peuvent être des poids aussi explicitement de théories agonistiques de la démocratie, considérant que ce qui est le ferment de la démocratie, ou ce qui, encore une fois, pousse le changement social, c'est le conflit, et que donc tous les conflits seraient positifs dans un cadre très très macro, ce qui conduirait à dire que il y aurait une sorte de parti pris pour le conflit à prendre.
Donc on essayait de discuter sur cette question et l'idée que toute une série de travaux se méfient de la participation, peut-être en réaction aussi à une époque qui était celle dans laquelle le consensus, la négociation était placée comme la gouvernance inclusive était placée à la fois comme une injonction normative et puis comme quelque chose de très présent dans le regard des sciences sociales. Donc toute une partie de recherche, on a l'impression que à la fois des recherches, des positions normatives, en quelque sorte, se méfient du conflit, de la participation, parce qu'elle pourrait brider le conflit et la liberté de ceux qui s'opposent au pouvoir. Avec l'idée qu'en s'opposant au pouvoir, une partie des gens qui se mobilisent s'opposent aussi à d'autres choses qui peuvent être, encore une fois, je reviens sur ce que je disais en introduction, les forces du capitalisme néolibéral ou des éléments qui ramènent à des cadrages macro-théoriques sur des situations précises. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que ces choses-là n'existent pas. Il s'agit de dire que ces choses-là peuvent, à un certain moment, amener à ce parti pris du côté des conflits, alors que si on réfléchit, me semble-t-il, à partir de cas concrets, on s'aperçoit qu'on ne peut pas avoir une seule définition de cette question-là, c'est-à-dire il faut savoir de quel conflit on parle. Donc il y a des conflits très différents. Avant de savoir si ces conflits sont positifs d'une certaine façon, il faudrait savoir de quoi on parle et par rapport à quel cadre normatif on peut définir qu'un conflit est positif. Alors, dans le débat, Luigi Bobbio ramenait aussi une discussion d'une déposition d'Albert Hirschman qui distinguait les conflits, deux types de conflits, des conflits qui étaient plus ou moins ou des conflits qui étaient ou, en disant que dans les conflits ou on ne pouvait pas négocier, mais que ceux qui étaient plus ou moins, on pouvait négocier d'une certaine façon et que tous les types de conflits ne posent pas de la même façon, ne peuvent pas donner prise à des sorties innovantes d'une certaine façon. On peut discuter, on essayait de discuter cette position qui aussi peut-être un peu trop rapide, mais en même temps, lorsqu'on prend une partie pour le conflit, on rappelait aussi ce que toute une partie d'autres positions plus liées à des positions pragmatiques considèrent que pour que les conflits puissent être constructifs, il faut qu'ils puissent être transformés, en particulier dans des situations de négociation ou de délibération, et qu'il peut y avoir donc création de solutions créatives qui permettent de changer d'une certaine façon et de faire bouger un peu les positions. Ils ne sont donc pas tous, ils ne sont pas du tout inéradicables, si on peut utiliser ce mot. Ils peuvent dans certains cas être transformés, être dépassés, et l'objectif, encore une fois, de l'action publique ne doit pas forcément être de renforcer le conflit. Dans certains cas, ça peut être de renforcer le conflit parce qu'il est nécessaire peut-être de rentrer dans des situations de mise en capacité de certains groupes, de compensation d'inégalités, et donc il faudrait renforcer les capacités de certains groupes à porter leurs demandes. Mais en même temps, pas forcément pour rendre plus aigu le conflit dans le cadre, alors que ça peut être l'objectif de certaines théories de la démocratie agonistique. Alors je dis ça tout en étant quelqu'un qui a toujours été très intéressé par mettre le conflit au centre de l'analyse. Je voudrais vous détromper, ça ne veut pas dire que je prends position ici uniquement du côté de la participation. Mais dans les débats, ce que soulignait aussi très fortement Luigi Bobbio et la position qu'on a adoptée dans nos débats, c'est l'idée aussi que toute une partie de critique de la démocratie délibérative, comme ne prenant pas suffisamment en compte le conflit, sont basées sur des caricatures de certaines positions qui sont liées à l'ancrage en philosophie ou dans la science politique des théories de la délibération, qui pour certaines disent qu'il ne peut pas y avoir de délibération s'il n'y a pas de conflit, et que c'est bien parce qu'on prend en compte le conflit qu'on peut construire une délibération, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des positions opposées pour qu'il puisse y avoir un changement de position qui arrive à produire des solutions qui peuvent faire bouger d'une certaine façon les positions de départ. Donc il n'est pas forcément condamnable de vouloir éviter le conflit,
enfin, en tout cas, on peut essayer d'expliciter les sous-bassements normatifs d'un certain type de position. Alors, on peut dire aussi d'ailleurs que une partie de ces travaux qui se focalisent ou qui valorisent le conflit voit peu ce qui se passe à l'intérieur des dispositifs de participation, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure de certains travaux qui analysaient très finement uniquement ce qui se passe à l'intérieur des dispositifs. La proposition qu'on essaie de faire en conclusion, c'est de réconcilier d'une certaine façon ces deux traditions de recherche aussi pour dire prenons au sérieux ce qui se passe dans les mobilisations et leurs effets et prenons au sérieux ce qui se passe dans les dispositifs et dans l'interaction entre les deux. Ce qui suppose d'essayer de voir plus concrètement et à partir d'un certain nombre de cas, qu'est-ce que les conflits font à la participation et qu'est-ce que la participation fait au conflit. Le temps est... vous me direz. Alors, on ne peut pas parler du conflit ou des dispositifs, comme on ne peut pas parler du conflit en général, on ne peut pas parler non plus des dispositifs de participation en général. Certains types de dispositifs, et on peut lire d'ailleurs les dispositifs en fonction de la place qu'ils donnent au conflit, à la mobilisation, au collectif. Il y a des dispositifs de participation qui sont conçus spécifiquement pour avoir aucun ancrage dans une situation donnée. Par exemple, les dispositifs de mini-public avec des tirages au sort légitiment justement le fait de mettre autour de la table, de les former et pour prendre un avis sur une décision, des gens qui ne sont pas ni mobilisés, ni affectés, ni concernés de fait, et justement cherchent à éloigner tout ce qui a pu se passer dans une société locale en termes de mobilisation, d'association, etc., et ne donnent pas de place, et sont faits d'une certaine façon pour contourner les mobilisations locales. Alors, mais dans certains cas, ils peuvent être fermés et avoir simplement à donner un avis qui aura peu de prise sur la décision. Donc on pourrait dire que c'est pratiquement des exercices qui ressemblent à des focus group, en quelque sorte, et qui ont peu de prise. Dans d'autres cas, des jurys citoyens peuvent être construits comme des arbitres, mais des arbitres qui sont construits pour trancher une situation controversée. Donc il y a eu quelques cas, y compris sur des questions d'incinérateurs, d'ailleurs, nous n'avons pas travaillé, mais qui avaient été travaillés par Barbier et Bedu dans un article il y a quelques années, qui montrait que cette question de confier une décision un poids dans la décision à un jury citoyen pouvait aussi être vu d'une façon très ambivalente par des associations mobilisées, puisqu'ils avaient l'impression qu'on créait un espace et on les excluait de ce débat-là. Et que le moment du retour du jury citoyen devant une assemblée plus large et devant les associations était très problématique, y compris d'ailleurs pour les gens qui avaient vécu cette position d'avoir à dire quelque chose dans une situation qui par ailleurs était une situation localement très controversée. Donc les associations locales avaient porté de très fortes critiques sur ce type de dispositif. Dans d'autres cas, lorsque ces dispositifs sont... il y a dans la revue un article de Laura Seguin qui traite d'une conférence de citoyens traitant de la gestion de l'eau en Poitou-Charentes et montre que comme s'il s'agissait de traiter d'un élément lié à un espace particulier, il était très difficile, même avec une procédure de type tirage au sort, d'exclure du dispositif des gens qui avaient déjà des positions, et montre par exemple le rôle central d'un agriculteur qui a été choisi non pas comme agriculteur mais comme retraité, et qui s'est trouvé à porter la parole des agriculteurs sur la question de l'eau à l'intérieur du jury citoyen. Et donc la conclusion, c'était qu'il est très difficile de tenir les débats et les controverses du territoire, d'une certaine façon, à l'extérieur du jury citoyen, même si on avait mis en place un dispositif qui était censé le construire d'une autre façon. D'autre part, encore une fois, on peut aussi conclure, y compris pour les jurys citoyens, que c'est lorsqu'il y a des situations controversées qu'ils peuvent avoir des prises aussi et servir à quelque chose, plutôt que être juste posés comme cela dans une situation ou dans une décision. Et qu'un contexte local très peu conflictuel donne peu de prise à des innovations de ce type-là, puisqu'en fait, il n'y a pas d'utilité a priori. Alors, à l'opposé de ces dispositifs, on a d'autres dispositifs de participation qui sont faits pour
laisser s'exprimer les oppositions, en particulier les oppositions aux grands projets. Donc il y a toujours le modèle du BAP au Québec, du Bureau des audiences publiques pour l'environnement, donc qui constitue un modèle très présent dans le débat. Et donc il y a un article dans la revue de Marie-Josée Fourtin et Yann Fournis qui traite d'une commission d'enquête sur le développement durable de l'industrie de gaz de schiste, qui montre justement la place de ce bureau et la difficulté, néanmoins, même si on a un dispositif qui a été construit pour laisser place aux oppositions, la difficulté d'intégrer ce dispositif. Donc le dispositif du débat public en France, il est censé laisser plus de place, qui s'est construit d'ailleurs en partie sur le modèle du BAP. Il est censé laisser plus de place aussi aux opposants, associations, opposants qui sont assez friands du dispositif du débat public et surtout des cahiers de position, des cahiers d'acteurs, des demandes éventuelles de co-expertise, mais qui sont aussi dans une position ambiguë sur ce que fait le débat public, qui est aussi de donner une place égale à chaque personne qui s'exprime et à chaque argument. Et les associations souvent protestent en disant mais nous représentons un territoire, un espace, et on nous met sur le même plan qu'un avis d'une personne qui ne transmet que son avis individuel. Alors, dans un des cas dans le texte, ça a été aussi travaillé, enfin dans la revue, a été travaillé par Gianfranco Pomato, qui reprend une expérience à Gênes, qui est la première expérience d'utilisation d'une procédure type débat public dans le contexte italien. Il montre comment à quelles conditions ce débat public a pu créer un tracé plus acceptable socialement. Il s'agissait d'un tracé d'une voie rapide à proximité de Gênes, en particulier parce qu'il a réussi à mobiliser dans la discussion des résidents affectés qui n'avaient pas rejoint les opposants et à créer en gros un débat entre des groupes mobilisés, des résidents affectés qui avaient une capacité d'expertise du territoire et de peser sur le cours et le tracé qui a été choisi, et donc de faire bouger les lignes et à quelles conditions on peut faire bouger, on a pu faire bouger un projet dans ce cadre-là, et à quelles conditions on peut construire une négociation intégrative conduisant à une solution à somme positive, c'est-à-dire une solution qui fait bouger d'une certaine façon les oppositions. Alors, autre façon aussi de relativiser, de montrer qu'il y a un lien non contradictoire, avant de passer à ce point entre la question du conflit et de la participation, c'est que un des objectifs des groupes mobilisés, je l'ai déjà dit, mais on peut le redire ici, c'est d'être pris en compte dans le débat et éventuellement d'être intégrés comme des acteurs légitimes de la mise en place d'un type de débat ou des acteurs légitimes de la gouvernance urbaine, pour reprendre la conclusion d'un travail sur des mobilisations en Inde qui avait été réalisé par Lama Rewal. Alors l'idée, c'est qu'il faut analyser finement donc, les différents types de dispositifs. Je ne peux pas rester plus longtemps sur cette question-là, tout en pensant qu'il y a aussi un débat, peut-être un point aveugle de ce que je suis en train de dire, c'est que qui sont de l'ordre du simulacre, dans lequel on n'essaye même pas de mettre des gens autour de la table, et ceux qui rentrent sous la case participation, ce sont des dispositifs qui ne peuvent pas apporter même une ouverture minimale du débat. Luigi Bobbio, d'ailleurs, avec qui on a beaucoup discuté dans le cadre donc, de cette écriture du texte, dit il faudrait peut-être arrêter de critiquer la notion de participation et de délibération à partir de dispositifs qui sont des simulacres ou qui n'essayent même pas. Et on pourrait prendre en France, et dans le texte, d'ailleurs dans la revue, il y a un texte d'Emmanuel Martinet qui analyse la question des débats dans le cas des risques industriels et qui montre que malgré le fait qu'il y a un principe d'association dans la procédure d'élaboration des plans de prévention des risques technologiques qui se présente comme ouvrant des canaux à une plus grande ouverture aux habitants, il montre que ce qui est fait réellement, c'est plutôt ce qui est fait donc par ces plans, mais aussi par la généralisation de comités locaux d'information et de concertation, des CLIC, qu'on retrouve aussi dans d'autres contextes autour des
on trouve ce même modèle autour des infrastructures de traitement des déchets, en fait, n'ont pour objectif, ou en tout cas, ils produisent ça dans les cas qui est analysé, que la production, dit-il, d'un riverain responsable, intégré dans la prise en compte du risque et de sa gestion, et pas d'une ouverture de la décision. Dans un autre cas qui avait été travaillé par Claudia Chirelli dans le livre Conflits et concertation, elle montrait que la clisse autour d'une décharge, à Vienne en l'occurrence, qui peut rentrer dans certains éléments comme étant une traduction institutionnelle d'une instance plus ouverte. La clisse autour de la décharge n'avait pas été une instance de débat, ni même avait eu peu de rôle, puisqu'en 9 ans de controverse sur la décharge, la clisse s'était réunie 3 fois. Et c'est ce qui existait d'une façon institutionnelle comme étant un espace dans lequel on prenait en compte les associations de riverains. Alors aujourd'hui, il y a un autre élément, mais que nous n'avons pas travaillé réellement, mais qui est intéressant pour le débat, c'est aussi d'autres formes de conflictualisation aujourd'hui des dispositifs de participation dans lesquels le conflit consiste justement à empêcher la tenue du dispositif. Le débat sur CIGEO, le débat comme celui sur les nanotechnologies ont été rendus impossibles par des groupes qui considéraient qu'ils ne voulaient pas débattre et dont l'objectif était de rendre impossible l'ouverture du débat, l'ouverture d'un débat public en ligne. Donc une nouvelle radicalisation, ou une nouvelle forme en tout cas de conflictualisation sur certains types de débats, de thématiques, sur lesquels les opposants ont beaucoup de mal, je pense, à trouver des prises ailleurs que dans les dispositifs ouverts. Et donc ces dispositifs ouverts, qui sont présentés comme des simulacres, sont questionnés très fortement comme étant simplement des stratégies d'acceptation sociale ou de construction de l'acceptabilité sociale, et dont la mobilisation aurait pour objectif de refuser ce type d'échange. Mais bon, c'est un autre débat. On n'a pas d'article spécifiquement sur ces questions-là dans la revue. Alors, autre élément, et je passerai vite sur cette question-là, mais c'est quelque chose qui apparaît assez clairement à partir de la lecture de l'article de Marie-Josée Fourtin et Yann Fournis, qui vont s'intéresser au gaz de schiste, qui est cette idée qu'on ne peut pas parler simplement de conflit et de participation, il faut savoir de quel type de conflit, de quel dispositif de participation, et on pourrait dire aussi, il faudrait prendre en compte le mode de régulation, dans quel régime se passe ce débat. Et donc il montre en particulier que, comme il s'agit de gaz de schiste, toute une série de choses qui sont possibles dans d'autres contextes par le BAP, dans d'autres régimes qui n'impliquent pas donc d'être dans ce qui est appelé ici le régime minier, c'est-à-dire porté par le poids à la fois des dispositions juridiques liées aux concessions, liées au cadre d'utilisation des mines. Ça change fondamentalement la donne sur le poids de la parole des opposants, la façon même de penser le débat, etc. On pourrait dire la même chose sur BUR ou sur CIGEO en France, ou sur la question des déchets nucléaires. Ce n'est pas la même chose de lancer un débat public sur les déchets nucléaires, parce que le régime et les acteurs, et le poids des acteurs, et le cadre juridique, et les formes de justification de l'utilité publique sont peut-être différents que le débat sur l'incinération ou que d'autres types de controverses. Donc, dans quel type de régime, et chaque thématique, me semble-t-il, peut être analysée de cette façon-là. Il s'est construit aujourd'hui autour des grandes infrastructures. Aujourd'hui, on pourrait dire des grandes infrastructures ferroviaires, un régime de débat des grandes infrastructures ferroviaires qui implique une certaine position de Réseau Ferré de France, une certaine capacité d'ailleurs des opérateurs du type Réseau Ferré de France à intégrer la question de la participation, à apprendre des débats publics, à préparer mieux les débats publics. Et dans la revue Participation, il y a un article de Jean-Marc Zizki qui, lui, est donc quelqu'un qui vient d'ailleurs de l'Université de Tours, qui a fait une thèse sur les questions des conflits et qui ensuite a travaillé dans la cellule concertation de Réseau Ferré de France et qui analyse justement, enfin qui prend en compte le point de vue de l'opérateur sur cette question-là et qui montre comment aussi d'ailleurs les dispositions ou les volontés d'ouverture du débat ou en tout cas de maintenir un cadre plus ouvert pouvaient être soumis en permanence aux soupçons de la manipulation
par les opposants. Alors, un des débats, donc prendre en compte les différents types de régimes d'action pour réfléchir sur ce lien entre conflit et participation. Alors, une autre question qui est très présente, peut-être pas trop, peut-être pas trop tardé, ça veut dire 5 minutes. La participation renforce-t-elle les conflits ou l'inverse? Alors, parmi les critiques que l'on peut avoir sur la participation, il y avait cette idée que la participation bride le conflit, la participation construit l'acceptabilité sociale, etc. Ou inversement, par contre, dans nos cas, et dans les cas travaillés dans la revue, en fait, on a peu de cas dans lesquels on peut apercevoir que la participation est un dispositif performant pour empêcher le conflit et produire de l'acceptabilité sociale. Il n'en reste pas moins qu'on peut considérer qu'une partie des dispositifs sont mis en place dans cet objectif, en disant c'est parce qu'il y a des conflits qu'il faut créer des dispositifs. Le débat public en tant que tel est bien mis en place, vous le savez, à la suite de grandes controverses autour du TGV Méditerranée, pour essayer de changer la donne sur la façon de débattre en amont des débats. Il n'en reste pas moins que nous ne sommes pas, et on pourra en discuter peut-être, dans un contexte où on peut considérer que, en tout cas, c'est le cas dans nos cas de décharge d'incinérateurs, mais c'est le cas dans toute une série d'autres types de dispositifs de participation, dans lesquels le dispositif de participation construit l'activité sociale, met un point final au conflit et permet au projet de passer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des projets qui passent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des intentions même de manipulation. Hein, comme dit Gianfranco Pomato, analysant plusieurs situations en Italie, ce n'est pas parce qu'il y a des intentions de manipulation que l'ouverture des dispositifs produise toujours la manipulation et que les acteurs qui ont voulu utiliser des dispositifs pour faire quelque chose y arrivent d'ailleurs forcément. Donc il n'est pas du tout sûr, en tout cas on n'a pas de preuve que les dispositifs de participation ou la mise en débat empêchent le conflit, l'aplatit ou empêchent son émergence. Il y a un autre élément par contre qu'on trouve très présent aussi, c'est cette idée qu'on trouverait très présent, c'est l'idée inverse, c'est que la participation renforcerait le conflit. C'est-à-dire en ouvrant des espaces de débat, on donnerait du poids ou des scènes, donc on produirait des scènes sur lesquelles les opposants peuvent s'exprimer, et donc on leur donnerait plus de poids, ou plus de prise d'ailleurs, si les dispositifs peuvent avoir une prise sur la décision, dans des dispositifs participatifs. C'est une critique, enfin, c'est quelque chose qui est très fort. En même temps, on a surtout rencontré dans nos recherches cette croyance du côté des politiques. C'est-à-dire les acteurs politiques locaux que nous avons rencontrés ont essentiellement peur, enfin ont pour la plupart peur de la capacité des dispositifs ou de la capacité de l'ouverture du débat, etc., à donner trop de poids et à produire les oppositions. Il y a peu de tentatives, en particulier dans des situations très complexes comme celle des déchets, de dire on sait que c'est compliqué, on sait qu'il y aura une opposition, donc mettons en place en amont des processus innovants de concertation, d'ouverture du débat, etc. Il y a très peu de tentatives, encore une fois. Une grande partie des tentatives, c'est plutôt faire l'inverse, de ne pas réveiller le chien qui dort. Alors, j'irai très vite, parce que j'ai déjà évoqué ces questions-là, on pourra revenir. Il y a bien aussi, si on appelle conflit autre chose que mobilisation collective, il y a bien aussi à prendre en compte le fait que dans des dispositifs de participation, il y a aussi du conflit interpersonnel, de l'expression d'opposition. Il peut se passer des choses de l'ordre du conflit à l'intérieur d'un dispositif de participation, mais il y a aussi de la participation dans le conflit, pas simplement parce que les opposants cherchent à être pris en compte et cherchent à peser sur la décision et cherchent à être mis autour de la table, mais comme le montre Laura Seguin dans la revue, les groupes mobilisés, en analysant donc des groupes mobilisés contre l'exploitation du gaz de schiste en France, les groupes mobilisés mettent en place éventuellement des dispositifs de participation interne, mettent en place des expositions, mettent en place des débats publics pour essayer de construire collectivement une position, éventuellement même de négocier et d'arriver à
à trouver des solutions communes ou adopter une position commune sur le type de lutte à mener. Donc il y a aussi de la participation dans le conflit, mais je passerai vite sur cette question. Autre élément intéressant à réfléchir, me semble-t-il, sur lequel il faut réfléchir dans ces contextes, c'est cette idée qu'on retrouve dans plusieurs de nos cas, de la temporalité, de comment positionner les dispositifs de participation à l'intérieur de situations plus larges qui seraient celles de ces situations de controverse. Les dispositifs sont toujours soupçonnés d'arriver trop tôt ou trop tard. Trop tôt, parce que le projet, ils sont soumis à la critique des opposants en disant mais le projet n'est pas suffisamment précis, on ne sait pas vraiment sur quoi on discute, etc. Ou trop tard, tout est déjà bouclé et on nous demande notre avis trop tard. Donc j'irai très vite sur cette question-là. Autre élément qui me semble assez fondamental aussi à prendre en compte, c'est cette idée qu'il y a une impossible et nécessaire clôture de l'espace de débat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour débattre, pour arriver y compris à négocier, y compris en mettant autour de la table les opposants, il faut fermer l'espace de débat. Sinon, on peut difficilement penser arriver à avoir un processus délibératif inclusif négociant, ou de négociation entre des groupes. Donc il faut fermer l'espace de débat. Et il y a eu des exemples. Il y a des exemples, dont un qui avait été pris en charge par Luigi Bobbio dans le cas de Turin et d'un incinérateur à Turin, qui était l'idée de faire l'inverse, de ne pas réveiller le chien qui dort, d'avoir une stratégie qu'ils avaient appelée réveiller le chien qui dort, dans le cadre d'une procédure qui s'appelait ne pas refuser de choisir, dans lequel il s'agissait de déclarer que toutes les communes, sauf certaines, pouvaient recevoir potentiellement un incinérateur, et ensuite de négocier, de mettre autour de la table tous les opposants de chaque commune pour essayer de dire, ils ont fait un travail très très fin, pendant 1 an, de négociation et de définition de à quelles conditions une commune pouvait accepter un incinérateur et où on pouvait mettre en place un incinérateur, sachant qu'il fallait dans ce périmètre-là régler la question, puisqu'il y avait des aires, de gestion des déchets qui étaient théoriquement obligatoires à l'époque. C'est un exemple intéressant parce que là, on a une négociation qui arrive au bout à définir quelles sont les compensations, d'abord à ouvrir la boîte noire des compensations et des conditions, ensuite à définir effectivement de trouver des volontaires, en particulier dans une commune qui voulait revitaliser une zone industrielle pour mettre en place l'incinération et avoir les emplois liés à l'incinération aussi. Mais ça n'a pas, la qualité de la délibération dans ce cas-là, et on a d'autres exemples de ce cas-là, ne garantit pas qu'à la fin du processus, il n'y a pas de nouveaux opposants qui émergent en disant nous n'avons pas été mis autour de la table, nous ne reconnaissons pas alors ce n'est pas tout à fait le cas ici, mais un petit peu, nous ne reconnaissons pas les décisions qui ont été prises, donc l'espace de débat n'est jamais clos. Et on trouve ce type d'exemple dans d'autres dispositifs assez ouverts, dans lesquels des associations d'opposants ont été mis autour de la table, et ensuite elles ont été délégitimées par des gens qui n'étaient pas autour de la table. Donc cette idée de l'impossible est nécessaire. On n'a pas de solution, mais ça me semble être un élément intéressant à prendre en compte dans ce type de dispositif. Dans le cas de Turin, juste pour dire la fin de l'histoire, l'incinérateur n'a pas été réalisé dans une de ces communes à la fin parce que la commune de Turin a considéré qu'il était intéressant de localiser l'incinérateur sur son périmètre pour d'autres raisons. Mais alors, conclusion, donc, puisqu'il faut conclure, ces différentes considérations me semblent amener à relativiser l'opposition entre conflit et participation, d'une part, à considérer qu'on peut s'intéresser plus globalement à des situations plus larges qui sont ces situations de mise en débat des projets comme objet d'étude, et ce que produit le conflit, ce que produit la participation, ce sont des moments de mise en débat local des projets. Et puis, on pourrait considérer, mais j'arrêterai là, je ne développerai pas, que ces situations pourraient être dénommées des situations d'action publique, avec une définition de l'action publique plus ample que l'action des pouvoirs publics, hein, mais des définitions, une situation dans laquelle l'action publique est en débat, ou dans lequel des choix sont faits en public, d'une certaine façon. Et j'arrêterai là.